Salut, est-ce que vous saviez qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à leur imaginaire visuel, c'est-à-dire ils sont même pas capables de se représenter une pomme dans leur esprit? On appelle ça de l'aphantasie. C'est un terme qui est beaucoup revenu dans les commentaires de mes vidéos où je vous expliquais des techniques pour mémoriser des choses facilement ou débloquer une compétence dans le cerveau. Ça passe souvent par l'imaginaire visuel, mais ces personnes-là ne peuvent pas. Et saviez-vous qu'il y a d'autres personnes, ils sont pas capables de reconnaître les gens qui croisent, le visage du moins, des gens qui croisent ou leur propre visage même parfois. C'est un autre problème, ils n'arrivent pas à mémoriser en gros les visages, on appelle ça de la prosopagnosie. Et aussi, est-ce que vous saviez qu'il y a des personnes qui sont au contraire incapables d'oublier des choses, donc ils mémorisent toute leur vie, tous les détails, ils savent pas oublier, et ça on appelle ça de l'hypermnésie. En bref, 3 pathologies vraiment spéciales liées au cerveau et en particulier à la mémoire, et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Monique, générique. Loïc générique. Depuis quand? Depuis quand quoi? Depuis quand quoi? De quoi? Depuis quand quoi? Depuis quand quoi? Mais heureusement, pas de problème ou de trouble de mémoire pour le nouveau Xiaomi Mi 10T, parce que Xiaomi sponsorise cette vidéo. Le gros point fort de ce téléphone qui est déjà ready pour la 5G, c'est sa compatibilité avec l'assistant vocal Alexa. En gros, vous téléchargez l'application gratuite Amazon Alexa sur le Google Play Store, vous le configurez ensuite avec votre compte Amazon et vous pouvez contrôler toute votre maison ou poser toutes les questions que vous voulez du style « Raconte-moi une blague ». Monsieur et Madame Neymar ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Moi je dirais Jean. Jean, parce que j'en ai marre. Apparemment Loïc, le Xiaomi Mi 10T, peut faire des vidéos avec nous. Il a à peu près le même humour que nous. Bon, comme toujours chez Xiaomi, on est sur un rapport qualité-prix imbattable et je vous donne maintenant les très bonnes caractéristiques du Mi 10T. Vous avez à l'arrière une triple caméra à ultra haute résolution, la meilleure fluidité d'écran qu'on ait pu voir sur un téléphone de chez Xiaomi avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Une très bonne batterie, un très bon processeur qui est compatible 5G et surtout, il y a plein de choses créatives qui sont directement intégrées au téléphone. Par exemple, vous pouvez faire du dual vidéo qui permet de filmer les deux côtés de l'écran en même temps et pour faire des vidéos un petit peu stylées avec. Vous pouvez aussi faire du clonage photo-vidéo. Vous avez le mode ralenti même du côté selfie, un mode de longue exposition, c'est pratique quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Un mode vlog, en gros, c'est vraiment encore une fois un très bon rapport qualité-prix, que ce soit pour le pro ou dans le quotidien, c'est-à-dire pour se divertir. Vous avez tous les liens en bas dans la description. Du coup, Loïc, je me pose la question, est-ce que ce nouveau téléphone, ça va faire comme ma carte graphique? Il va disparaître de mon bureau et je vais le retrouver dans tes mains avec non, mais c'est parce que je le prends pour... Hein? C'est parce que... Ouais? Je vais essayer de le garder un petit peu. Imaginez dans votre esprit qu'il y a un gros ballon jaune, un ballon de baudruche tout jaune. Maintenant, toujours dans votre tête, vous prenez une aiguille et vous éclatez le ballon. Et quand il éclate, derrière, vous voyez un clown, un très gentil clown, hein, c'est pas un méchant clown, qui vous sourit avec un gros nez rouge. Okay? Est-ce que vous avez l'image de ça? Bon, si vous avez l'image de ça dans votre tête, même si elle n'est pas parfaite, vous n'êtes pas atteint d'aphantasie. Par contre, si vous n'avez pas réussi à imaginer ça dans votre imaginaire visuel, eh bien c'est que vous êtes malheureusement victime d'aphantasie. Chaque personne a une imagerie mentale visuelle qui lui est personnelle, c'est-à-dire on a nos propres images de pommes, de ballons, d'aiguilles, de clowns, etc. Après, dans notre tête, c'est plus ou moins précis, mais pour vous dire, il y en a chez qui c'est tellement précis dans leur imaginaire visuel qu'ils sont incapables de dire si l'image qu'ils ont en tête, c'est quelque chose qu'ils ont vu dans leur vraie vie ou qu'ils ont juste imaginé, à quel point ça ressemble à une photo, quoi, ce qu'ils ont en tête. Bon, là aussi, c'est un cas extrême plus rare. Pour les autres, c'est plus ou moins net dans l'esprit, et donc il y a une catégorie de personnes où ils ont absolument aucune image, rien, nada, nothing. Il s'agit donc d'une incapacité à produire une image mentale visuelle, et il y a quand même 2% de la population qui en serait atteint. C'est quand même assez énorme. Rien qu'en France, ça représente presque 1,5 million de personnes atteintes d'aphantasie. 1,5 million de personnes, et on parle d'eux quasiment jamais en fait. Le premier à l'avoir évoqué, ça serait Francis Galton, c'est un cousin de Charles Darwin. Il aurait parlé de ça en 1880. Mais le monde scientifique moderne ne s'est vraiment intéressé à cette pathologie que très récemment. En 2010, il y a un neurologue qui s'appelle Adam Zeman. Il a écrit un article avec des collègues à lui, neuropsychologues, dans la revue Neuropsychologia. Cet article parle d'un patient que nous appellerons Bernard.
Bernard a 65 ans et il se fait opérer, comme ça arrive parfois, d'une artère coronaire qui est bouchée. Mais pendant l'opération, Bernard se plaint d'une petite sensation dans sa tête et dans son bras gauche. Dans l'article qui est publié, il est indiqué que Bernard a fait à ce moment-là un très rapide accident vasculaire cérébral. Et cet accident, même très rapide, n'est pas anodin parce qu'il a entraîné la dissociation dans son esprit, enfin dans son cerveau, de la région cérébrale qui sert à produire des images mentales, de la région cérébrale qui sert à la perception des choses et des images mentales. En fait, voilà comment ça se passe dans notre cerveau. On a le cortex visuel, c'est un peu la page blanche dans notre cerveau de quand on veut dessiner mentalement ou projeter une image mentalement. C'est un peu le cadre du rétroprojecteur. Tu vois, Loïc? Ah, donc si tu vois mentalement, c'est plutôt bon signe. Ça joue le rôle de page blanche et le cortex préfrontal vient dessiner directement dessus. Chez Bernard, les deux sont déliés, donc il est incapable de projeter une image. Et lui, qui était à la base géomètre retraité, a été habitué tout au long de sa vie à faire appel à son imagerie mentale visuelle. Là où ça devient fou, c'est que même ses rêves sont devenus aveugles maintenant. Donc il a des perceptions visuelles quand même, des couleurs, des choses comme ça, il a des sons, mais il n'a plus d'image. On a coupé l'image. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que suite à la publication d'un article à propos de ce cas dans une revue de vulgarisation scientifique américaine, il y a une vingtaine de personnes qui contactent la revue parce qu'ils se disent un peu pareil, ils se reconnaissent dedans, ils se disent aphantasiques, et ce sont majoritairement des hommes d'ailleurs. Sauf qu'à la différence de Bernard, eux déclarent qu'ils sont atteints de ça depuis leur naissance, et c'est pour ça que ça leur paraissait complètement normal. Leurs coordonnées sont envoyées aux scientifiques qui avaient déjà, eux, contacté d'autres personnes aussi de leur côté. Les scientifiques préparent un questionnaire qui leur envoie, ainsi que le VIC. Tu connais le VIC, Loïc? C'est pas Vic Vaporub? Non, c'est pas... Putain, j'étais tellement sûr que t'allais partir C'est les là-dessus. chips. Non, le WIQ. Ah. Le WIC. Comme John? Le WIQ, c'est un questionnaire qui a été développé en 1973 par un psychologue qui s'appelle David Francis Marks, et c'est un outil de travail pour voir les différences de niveau dans la perception de l'imagerie mentale entre les individus. C'est donc grâce aux données qui ont été recueillies par ces questionnaires que les neuroscientifiques ont pu décrire ce trouble qui est vraiment particulier. Les personnes qui sont atteintes de ce trouble s'en aperçoivent en général à l'adolescence, lors d'une conversation par exemple où on parle d'un programme télé ou de quelque chose comme ça, et puis il y a quelqu'un qui rappelle une scène visuellement et toi tu dis je vois pas ça, toi tu vois ça dans ta tête? Oui, et pas toi. Et là ils se rendent compte qu'il y a un souci. Et c'est arrivé aussi que des personnes s'en rendent compte en regardant une vidéo YouTube. C'est le cas d'un jeune homme qui s'appelle Thomas. Thomas regarde une vidéo d'une chaîne YouTube de Pete, c'est la chaîne Apprendre à dessiner, et sur cette chaîne-là, Pete apprend aux viewers à dessiner sans aucun modèle. Donc il y a Pete qui dit dans la vidéo, et je vous mettrai le lien dans la description, Pete dit: imaginez un cube bleu dans votre esprit, c'est bon, tout le monde voit le cube bleu dans sa tête, et là Thomas se dit: non, pas moi, du coup. Il se dit, mais là, il y a peut-être un problème, parce que si tout le monde doit avoir ça en tête et que moi je l'ai pas, comment ça se fait? Du coup, Thomas envoie un message à Pete de la chaîne Apprendre à dessiner, Pete lui répond, et Pete lui propose de faire une vidéo ensemble, et c'est celle-ci que je vous mettrai en lien dans la description, où il se fait un entretien d'à peu près 1 heure avec Thomas, où il parle du coup, la fantaisie, la découverte de son trouble, etc. C'est juste passionnant. Si vous avez une petite heure devant vous, regardez-la. Et pour ceux qui se poseraient la question, la vidéo est en français. D'ailleurs, Thomas explique que, comme il n'a pas d'image mentale pour réaliser une tâche que nous, on visualiserait, avant de la faire, il utilise beaucoup sa voix mentale pour certaines choses qu'il doit faire par étapes. Par exemple, il se donne toutes les étapes en se les disant à l'intérieur mentalement. C'est comme une espèce de checklist pour aller au bout de ce qu'il entreprend. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que son imagerie mentale auditive, elle fonctionne très bien, et donc il a compensé avec. D'ailleurs, ce qui serait génial, c'est que les instituteurs ou les professeurs, en début d'année scolaire, ils puissent tester un petit peu tous les élèves sur l'imagerie mentale cérébrale pour voir quels élèves ont plus de mal avec la sollicitation d'une imagerie mentale, ou voir avec quels élèves juste il n'y a pas d'imagerie mentale du tout, ce qui permettrait du coup d'adapter les cours pour cette personne-là, ou la manière de faire, etc. Je sais que de toute manière, d'année en année, les profs, les instituteurs mettent plein de choses en place, que ce soit pour la mémoire ou les différents troubles, et ça c'est cool, mais ça pourrait être encore une étape en plus. Parce que du coup, on pourrait solliciter autre chose comme l'imagerie auditive mentale. Au final, pour le moment, on ne sait pas vraiment comment aider les personnes qui disposent d'une mauvaise imagerie mentale. On sait seulement que le stress et la distraction ne sont pas des bons effets sur la qualité des images, donc le calme et la concentration pourraient aider à obtenir des résultats. Par contre, ce qui est tout aussi fascinant, c'est donc l'inverse. Je vous en parlais au début de la vidéo, c'est des personnes qui présentent des signes d'hyperphantasie. Donc ils peuvent décrire des images qui sont tellement précises dans leur tête qu'ils ont du mal à savoir si c'est une image qui a été vue dans la vraie vie ou si c'est juste une image qu'ils ont imaginée dans leur tête.
Alors même si Thomas n'est pas capable de s'imaginer le visage de ses parents, quand ils sont devant lui, devant ses yeux, il sait les reconnaître. Et bien ça, c'est donc pas le cas des personnes qui sont atteintes du trouble suivant, la prosopagnosie. Si Loïc se mettait à ma place et démarrait la vidéo, les personnes qui sont atteintes de prosopagnosie, ils y verraient que du feu, ils s'en rendraient pas compte, ou presque pas compte. Le mot prosopagnosie, ça vient du grec prosopo qui veut dire visage et agnosie qui veut dire ignorance. C'est un déficit de la reconnaissance des visages, donc parents, amis, amoureux, Matt Pokora, tu reconnais plus personne. Sa daronne, c'est Matt Pokora, quoi. Ouais. Aucun de ces visages n'est ancré dans la mémoire d'un prosopagnosique. Pour certains, même leurs propres visages leur sont inconnus et ont du mal à s'ancrer. Alors, si les problèmes de reconnaissance de visage étaient déjà connus, le terme de prosopagnosie, lui, a été utilisé pour la première fois en 1947 par un psychiatre allemand, Joachim Bodamer. Il a utilisé ce terme pour qualifier ces patients qui présentaient des difficultés à reconnaître des visages. La prosopagnosie, aujourd'hui, on sait ce que c'est. On sait que c'est lié à une lésion dans l'hémisphère droit, sur le dessous du lobe temporal, et peut être due à un AVC, une tumeur, un traumatisme crânien, mais elle peut aussi être présente depuis la naissance et peut alors être en partie due à l'hérédité. Il existe même des familles de prosopagnosiques. Ça ne doit pas être hyper simple pour s'offrir des cadeaux à Noël. Tiens Didier, c'est ton cadeau. Ben non, mais c'est pas moi, c'est Martine. Didier, il est là-bas. Ben non, papa, Didier, c'est moi. Pas simple. Comme pour la fantaisie, il est probable que vous connaissiez un prosopagnosique dans votre entourage sans le savoir. Il y a environ 2% de la population qui serait prosopagnosique depuis toujours, avec une gravité après plus ou moins variable, soit, encore une fois, presque 1,5 million de personnes en France. Et souvent, les prosopagnosiques ignorent que les autres ne sont pas vraiment comme eux. C'est le cas d'ailleurs pour une comédienne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Aude Goni-Goubert. Vous l'avez vue sur plein de chaînes d'ailleurs, comme Golden Moustache ou dans son propre format qui s'appelle Virago. Moi, c'est une pote à moi, et un jour, j'avais détecté ça chez elle. Du coup, elle s'était fait diagnostiquer, et elle est vraiment prosopagnosique, elle ne le savait pas. Elle en a parlé sur la chaîne de Dans ton corps. C'est pareil, c'est passionnant. Et son témoignage et les explications, je vous mets le lien dans la description. Tout va bien. C'est important aussi de préciser que la plupart des sujets atteints savent lire les émotions sur les visages qu'ils regardent. Ils n'ont pas de mal à décrypter une émotion. Ils n'ont aucun souci à voir les visages en tant que tels quand ils sont devant leurs yeux, mais leur cerveau est incapable de les associer par contre à la bonne personne. Il y a des histoires assez fascinantes, comme un homme qui a dû abandonner le service militaire parce qu'il n'arrivait pas à dissocier aucun de ses collègues. Tout le monde a la même tenue, tout le monde a la même coupe de cheveux, la même démarche, donc lui, c'était un cauchemar pour lui. Laurent Cohen, c'est un professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, il expliquait que l'un de ses patients avait été victime d'un accident vasculaire pendant la nuit. Le patient dormait, l'accident donc du coup est passé inaperçu, ou presque inaperçu, parce que le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il a eu un sursaut durant le miroir de sa salle de bain en voyant un inconnu. Il ne s'est pas reconnu lui-même dans le miroir de la salle de bain. Il n'a pas reconnu non plus le visage de sa femme quand il est retourné dans sa chambre, mais il a reconnu le collier qu'elle portait. Et il s'est dit, je connais cette voix. Et c'est avec ce genre d'astuce d'ailleurs que les prosopagnosiques fonctionnent au quotidien, surtout ceux qui le sont de naissance. Ils ont des petits tips en fait, ils s'accrochent à des choses. Il y a d'autres personnalités aussi que vous connaissez qui sont conscients de leur prosopagnosie. Il y a Thierry Lhermitte ou encore Brad Pitt qui a avoué que certaines personnes pensaient qu'il était très égoïste et très prétentieux parce qu'il ne leur parlait pas quand il les croisait. Alors qu'en fait, c'est simplement qu'il ne les reconnaît pas. Mais comme je vous disais, heureusement, les personnes atteintes de ce trouble peuvent s'aider de plein d'éléments pour reconnaître les personnes de leur entourage. Donc ça peut être les bijoux, les vêtements, le style vestimentaire, la voix, y compris la démarche d'ailleurs, qui peuvent être d'excellents indices. Je me dis même qu'en ce moment, avec nos masques H24, ils doivent limite être avantagés pour reconnaître les gens autrement que par leur visage. Moi, je galère un peu. Il y a des fois, dans des situations, les gens que je vois pas souvent pour du taf ou des trucs comme ça, j'ai du mal à les reconnaître. Mais parce que tout est basé sur le visage. Pour les prosopagnosiques, en fait, comme le visage, de base, ça leur sert pas, peut-être avec la démarche et la coupe de cheveux, c'est un peu plus simple pour eux. J'imagine. Là aussi, il existe l'opposé de la prosopagnosie qui peut se trouver chez les superphysionomistes. C'est des personnes qui peuvent reconnaître dans une foule un visage qu'ils ont croisé des années auparavant, juste 5 minutes. C'est le cas de l'écrivaine française Amélie Nothomb qui reconnaît tous ses lecteurs et qui les appelle par leur prénom chaque fois qu'ils viennent la voir en dédicace. C'est pas une légende, c'est vrai et c'est hallucinant de la voir faire ça. Bref, la prochaine fois qu'une personne que vous connaissez ne vous reconnaît pas dans la rue, ne partez pas du principe que celle-ci ne vous aime pas ou qu'elle est hautaine. Elle vous a peut-être pas reconnu. Elle a peut-être tout simplement d'une manière plus ou moins forte une forme de prosopagnosie ou elle n'a pas envie de vous parler, mais ça c'est autre chose. Loïc
Est-ce que tu peux me dire ce que tu as mangé le soir du 18 décembre 2009, s'il te plaît? Des ravioles. Mais t'es sûr de toi? Non. Que tu saches pas ça, c'est normal. Par contre, un hypermnésique, lui, il en serait capable. Il serait même capable de se remémorer chaque jour de sa vie jusqu'à un certain moment de son enfance. Après, il y a une sorte de mur. L'hypermnésie, qu'on appelle aussi la mémoire autobiographique hautement supérieure, la MAHS, c'est donc la particularité d'avoir une mémoire autobiographique détaillé mais style à l'extrême. En fait, l'hypermnésie, ça permet pas de retenir forcément l'ensemble de sa vie, mais ça permet souvent de retenir un tas de détails et de choses insignifiantes. Les personnes qui en sont atteintes n'ont pas moyen d'intervenir dans les éléments qu'ils mémorisent. Ils peuvent pas décider que ça, ils vont le mémoriser pour toujours et ça, pas du tout. C'est pas de leur fait. En général, la majorité est conservée dans leur tête, qu'ils le veuillent ou non. L'hypermnésie est vraiment différente de notre mémoire à nous tous, qui fonctionne souvent sous forme de flash. On a des flashs mémoriels, on n'a pas toujours l'avant ou l'après. C'est également différent d'un mnémoniste qui, comme moi je le fais parfois d'ailleurs, va utiliser des techniques de mémoire pour retenir des choses qu'il a choisies, comme des décimales de pi, par exemple. Un exemple au hasard. Mais en fait, en gros, je ne les ai pas lus juste une fois, j'y ai passé beaucoup de temps. Beaucoup, trop de temps même peut-être pour mémoriser ça. La première personne qu'on connaît qui présente un syndrome d'hypermnésie ou qui ressemble à l'hypermnésie, même si on ne l'appelle pas comme ça encore à l'époque, c'est un journaliste russe. Il s'appelle Salomon Chervejevski. Enfin, il s'appelait d'ailleurs parce qu'il a vécu de 1886 à 1958. Et lui, il avait une mémoire incroyable qui était basée sur une table de rappel qui était innée chez lui. Si vous ne connaissez pas, en gros, on associe des chiffres à des images. Et bien lui, il avait ça depuis la naissance. Donc c'est l'inverse de moi, puisque pour moi, une table de rappel, c'est quelque chose que j'ai construit et que j'ai appris, et je sais pourquoi telle image est liée à tel chiffre. Lui, il s'est rendu compte de sa particularité au cours d'une réunion matinale avec son rédacteur en chef, les autres journalistes avec qui il travaillait. En gros, il y avait le rédac-chef qui donnait toutes les instructions de la journée, tout le monde notait tout ce qu'il y avait à noter, et lui ne notait rien. Du coup, le rédacteur en chef, il a dit Salomon, vous n'écoutez rien, vous notez rien, est-ce que vous êtes capable de me dire ce que j'ai dit? Et il a été capable de sortir tout ce qu'il a dit, que ce soit à lui, aux autres en général, et même un petit peu avant. Et là, c'est peut-être pas normal en fait que je retienne tout ça comme ça. Donc il s'est avéré qu'il était synesthète, c'est ça la synesthésie, c'est être synesthète, et qu'il était probablement doté d'une mémoire quasi absolue. Mais le premier cas qui a reçu le diagnostic d'hypermnésie, c'est celui de Jill Price, c'est une américaine née en 1965. En 2000, Jill contacte un chercheur à l'université de Californie et elle lui explique qu'elle se souvient normalement ou anormalement de son enfance, mais que les jours qui suivent la date du 5 février 1980 sont tous imprimé dans sa mémoire, mais en mode heure par heure. Et là, on se dit, mais en fait, c'est stylé, j'aimerais bien savoir faire ça, mais c'est pas cool en fait à vivre. Jill, en l'occurrence, elle le vit comme un vrai fardeau, qu'elle lise une date sur une page d'un journal ou qu'elle entende une autre date au cours d'une conversation, et il y a tous les souvenirs de sa vie de cette période-là qui font surface avec la même intensité émotionnelle que le jour de l'événement en question. Elle n'a pas le choix, ça arrive un peu comme un torrent, et elle est obligée de repenser à tout ça dans les détails, donc c'est hyper crevant. Le chercheur James Koff a dédié ensuite les 5 années qui suivent 2000 à étudier le cas de Jill. Il a fait d'innombrables tests sur elle, et elle se souvient bien de tout les jours de sa vie. À partir du 5 février 1980, il avait son journal intime d'adolescente qu'elle avait pas relu, qu'il avait pour chercher ça, des témoignages de plein de gens, etc. autour d'elle. Tout ce qu'elle disait était correct à chaque fois. La chose qui est encore plus surprenante, elle se souvient de tous les événements qui se sont passés dans le monde auxquels elle a manifesté un tout petit peu d'intérêt. Encore une fois, tout ça après le 5 février 1980. Avant, c'est normal. Pour l'anecdote, les chercheurs se sont procurés un livre dans lequel sont recensés la plupart des événements historiques récents de l'histoire américaine. Ils ont donné tous les événements à Jill et lui donné de donner la date à laquelle correspondait l'événement. Jill, durant ce test, a fait une seule erreur. Sur tout le bouquin, qu'une seule erreur. Et cette erreur-là, il s'est avéré, après vérification, que c'est le livre qui se trompait et que c'était pas Jill. Donc en fait, elle a fait 100% de bonnes réponses, elle a été capable de dire le livre il se trompe là. Autre truc de ouf, si vous montrez 50 mots à Jill, elle est capable de les reconnaître par la suite, mélangés à d'autres mots dans un texte immense. Mais si vous lui demandez de les réciter, elle sera moins forte que la moyenne pour faire ça. Donc elle dit d'ailleurs qu'elle perd ses clés, c'est très courant, elle se note des choses qu'elle aurait peur d'oublier. Donc c'est pas non plus, elle absorbe pas tout comme elle veut et elle récupère pas les informations comme elle veut en fait. Les travaux de ces chercheurs ont en tout cas permis de mettre en lumière des nouveaux cas incroyables, comme celui de Rebecca Sharrock, c'est une Australienne, elle a aujourd'hui une trentaine d'années et elle affirme que son premier souvenir remonte à la période où elle était encore dans le ventre de sa mère.
Mais elle se souvient en tout cas en détail de son premier anniversaire, de la peluche Winnie l'ourson qu'on lui a offert mais qui l'effrayait. Elle est également capable de réciter mot pour mot, sans aucune erreur, chacun des livres d'Harry Potter. Il y a des cas d'hypermnésie qui sont parfois nommés hyperthymésie. C'est une forme d'hypermnésie qui se caractérise par le fait que les personnes qui ont ça se plaignent de ne pas pouvoir oublier leurs souvenirs. Et ça, c'est une vraie grosse pathologie parce que c'est dur de voir revenir des souvenirs, les bons comme les mauvais, sans pouvoir contrôler le flux dans leur tête. C'est un nombre de cas qui est vraiment très très rare dans le monde. C'est sûrement un des troubles les plus durs de la mémoire, d'être dans l'incapacité d'oublier quoi que ce soit. Vous aussi d'ailleurs, vous pourriez oublier quelque chose de basique mais de très important, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche. Il faut faire les deux, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Moi je m'appelle toujours Fabien Licard. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker. Si vous pensez connaître des gens prosopagnosiques ou que vous l'êtes vous-même ou aphantasiques, parlez-en dans les commentaires, je serais ravi d'avoir votre témoignage et qu'on puisse lire un petit peu ça. Ici moi je vous mets deux vidéos, une sur le fait de débloquer une compétence dans votre cerveau et une sur une capacité d'agent secret. On a fait un test d'agent secret qui est basé justement sur la mémoire. Donc vous pouvez regarder les deux. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!